Qu'est-ce qu'on fait de ces pulsions que nous avons ? Je crois que nous vivons à une époque où les gens ont été peut-être vidés de leur énergie à cause du AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue le mardi à votre sexualité avec Nader Alami qui est là. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et à l'heure où le taux de natalité est en baisse, nous allons parler d'un phénomène qui porte un nom, la récession sexuelle. Je vous ai envoyé un papier cette semaine qui vous a mis en colère. Quel vilain mot. Quel vilain mot, c'est la vrai. Récession sexuelle. Dans récession, il y a, vous savez, économie, donc tout devient à partir du prisme de l'économie. Donc pas étonnant que La résection. Ouais, c'est déjà un petit peu plus joli. Ouais, ça reste barbare quand même. On va essayer de déposer le terme. Nader, on fait de moins en moins l'amour en France et ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que, vous savez, mon cher Philippe, l'être humain devient un être social. Très bien. On a besoin les uns des autres pour devenir une civilisation. Très bien. Il n'en demeure pas moins qu'avant d'être un être social, il serait bien inspiré de rester aussi un être naturel. Or, cet être naturel ne va plus chasser, tant mieux, ne parcourt plus tant de kilomètres que ça à pied pour aller chercher de l'eau. Enfin, qu'est-ce qui lui restait d'humain, de naturel, hormis faire l'amour ? Et si même cela, c'est-à-dire ce corps à corps qui justement cultivait l'être naturel qu'il est, si même cela est en récession, pour reprendre ce terme barbare, mais vivement l'intelligence artificielle, les robots, et puis c'est la fin du film. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'humain, en tout cas. Voilà. Donc pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça n'augure rien de bon sur le plan de la santé. Ah oui. Au sens large. Ah oui, absolument. non, mais de toute façon, on parle aujourd'hui de santé sexuelle. Hein. Oui, et au sens large même. Parce que, la santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale. Les gens qui font l'amour se portent mieux que les gens qui ne font pas l'amour. Donc c'est important de cultiver la vie sexuelle. Ensuite, il y a bien évidemment des degrés, on sait très bien, on en a parlé ici, vous avez des gens qui sont un peu plus sexuels que d'autres, etc. Mais il est important, pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Si ça est vrai, c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est bon. Alors, c'est une enquête c'est un sondage qui disait que les Français n'ont jamais été aussi bas selon ce sondage. Et 76% des Français ont eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Ce qui veut dire qu'un Français sur 4 n'en a pas eu au cours des 12 derniers mois. C'est ça que ça veut dire. Et le chiffre est en baisse, et très très en baisse. Alors déjà, il y a cette enquête. C'est intéressant qu'il y ait l'idée de faire une enquête. Alors après, il faut voir qui l'a commandé. Et qui l'a commandé, toujours. Alors, voilà, donc toujours c'est l'IFOP qui fait l'enquête, mais c'est un vendeur de jouets sexuels érotiques qui a commandé l'enquête, de sextoy. Donc ça nous met un petit peu sur une piste. Ça nous met sur une piste, oui. Voilà. Alors, mais en même temps, on observe que nous ne sommes pas le premier pays qui s'interroge là-dessus. Les Japonais nous ont largement précédés. Vous avez nos amis suédois également. Le ministère de la Santé suédois s'inquiétait beaucoup de cette baisse de l'activité sexuelle chez les Suédois et les Suédoises, qui sont, rappelons-le tout de même, le pays européen peut-être qui a été le plus en avance sur les libertés. Et mais pourquoi ils font plus l'amour ? Tout est permis, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc il y aurait un autre pays, la France. Il n'y a pas Paris, que les Français, le pays de l'amour. Il y a les Américains, les Anglais, enfin voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont les pays développés. Oui, les pays occidentaux, ce qu'on appelle... Et développés. Et ultra développés. C'est quand même intéressant. Et plutôt les pays développés et occidentaux, et donc plus libérés sur cette question-là que d'autres. Donc voilà, il y a des points communs quand même à ces pays-là. Alors les autres font peut-être pas d'enquête,
peut-être. Enfin, j'ai pas vu d'enquête au Maghreb sur le sujet. Voilà, j'ai pas vu non plus d'enquête en Chine, j'ai pas vu d'enquête au Brésil, j'en ai pas vu. Peut-être que ça se passe mieux sur ce plan-là, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas le. Ouais, j'ai une correspondante brésilienne, je lui poserai la question. Mais si jamais au Brésil c'est la même chose, ça va plus là. Oui. En tout cas, ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup plus la guerre et beaucoup moins l'amour. Est-ce que ça va ensemble ou n'importe quoi? Vous savez, dans les années 70, beaucoup de manifestations, faites l'amour pas la guerre. Et écoutez, peut-être que depuis qu'on fait moins l'amour, eh bien, on entend davantage de bruit de bottes. Ouais. Et puis on a. Qu'est-ce qu'on fait de ces pulsions que nous avons? On fait l'amour et ça nous apaise et peut-être qu'on fait moins la guerre. Vaut mieux toujours aller voir si vous avez un problème avec une personne, vaut mieux que cette personne soit apaisée sur ce plan-là que totalement frustrée et allant très mal de ce point de vue-là. Donc quand on n'est pas, c'est pour ça que je disais que ça a un lien évidemment très étroit avec la santé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire si cette pulsion n'est pas... Enfin, si cette question que nous pose notre corps, nos hormones, n'est pas assouvie par une réponse adéquate, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste, on va hurler toute son agressivité dans un stade de foot, ou alors on va faire la guerre. Alors, on va s'interroger sur la raison pour laquelle, effectivement, on fait de moins en moins l'amour en France, mais peut-être que vous parlez de pulsion, mais peut-être que les gens font de moins en moins l'amour parce qu'ils ont de moins en moins de pulsions. De moins en moins envie, et c'est ce que je crois, moi. C'est ce que je crois, en effet. Je crois que nous vivons à une époque où les gens ont été peut-être vidés de leur énergie à cause du mode de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Le mode de vie y est pour beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'on est trop fatigué pour faire l'amour ? Exactement. Mais, vous savez... Enfin, Nader, oui. Il pourrait y avoir le câlin du matin. Alors, le câlin, c'est... quand vous avez... Une fois qu'on a bien dormi. Ah ben voilà. Ouais. Et ben voilà. Une fois qu'on a bien dormi. Mais est-ce qu'on dort bien aujourd'hui? Est-ce qu'on mange bien aujourd'hui? Vous êtes votre régime alimentaire. Vous êtes comment vous dormez. Si vous n'avez pas ces deux-là déjà, là, il s'agit vraiment de bon sens. Si vous avez ces deux-là, et le bon sommeil, et le bon régime alimentaire défaillant, vous êtes au fur et à mesure vidé de votre énergie. Et donc vous avez de moins en moins envie de faire l'amour. Alors cette montée de l'inactivité sexuelle affecte tout particulièrement la jeunesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors qu'est-ce qui se passe chez les jeunes ? Alors, de toute façon, vous savez, on a parlé de ce manque d'énergie. On pourrait effectivement croire que chez les jeunes, il y a plus d'énergie. Et c'est vrai. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, chez les jeunes, il y a plus d'énergie. Il va sans dire. Maintenant, il est apparu tout de même quelque chose. Il est apparu les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me demander, mais quel rapport avec les... Vous savez, il y a des civilisations de par le monde qui ont été très méfiantes vis-à-vis de l'activité sexuelle en solo, c'est-à-dire la masturbation. Et les réseaux sociaux ont beaucoup favorisé cette activité. Et une fois, si vous voulez, que votre cerveau... Mais alors en quoi les réseaux sociaux favorisent-ils la masturbation ? C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont pour conséquence qu'on se voit moins. On se voit moins. Les gens se voient moins. Les gens n'ont plus ce sentiment qu'il est nécessaire de se voir pour avoir une activité sociale. Et l'amour en pâtit aussi. Le faire l'amour en pâtit aussi. C'est-à-dire qu'on reste chacun chez soi et on a l'illusion aussi que finalement rencontrer quelqu'un pour de vrai, c'est risqué.
Il y a la peur, il y a cette peur maintenant de l'autre qui s'est instaurée dans nos sociétés. Ça engage, et qui dit engage dit danger. J'ai peut-être pas envie de m'engager, et donc on reste avec cette idée qu'on est confortablement installé chez soi à discuter avec tout le monde via les réseaux sociaux. Et puis voilà, donc cette activité sexuelle en solo est beaucoup plus répandue aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être avant, où on avait une activité sexuelle beaucoup plus tôt dans la vie également. Et donc, finalement, sans s'en rendre compte, on s'y habitue. On s'y habitue, et on s'habitue de longtemps à cela. Ce qui amène à quoi, mon cher Philippe? Ce qui amène, je vous donne le cas d'une jeune femme que j'avais très récemment, c'est que le jour où elle se marie avec quelqu'un pour de vrai, in être real humain, life, in real life, en chair et en os, ouais. Eh bien, son problème, quel était-il? C'est que finalement, elle faisait l'amour avec son mari, mais elle n'arrivait pas à avoir la jouissance qu'il fallait avec son mari, et donc elle se finissait toute seule, si vous me permettez cette image. Et donc elle en souffrait. Et comment elle expliquait cela? C'est que pendant des années, elle s'est habituée toute seule, et il faut elle bien avait comprendre. pratiqué donc le sexe en solitaire, Tout et à fait. donc ses zones de plaisir n'étaient pas plus adaptées. Exact, c'est ça. Et il faut bien que nos auditeurs et nos auditrices comprennent, c'est que l'activité sexuelle, c'est comme une chanson. Il y a un rythme, il y a une mélodie, et quand on l'apprend avec quelqu'un, eh bien, on s'habitue ensemble à accéder, si vous voulez, au plaisir. Et quand on le fait tout seul longtemps, c'est plus difficile ensuite de le faire avec quelqu'un. Voilà. Alors, il y a eu aussi la révolution du rapport au consentement. Ouais. Qui a eu un impact. Ouais. Donc, et c'est vrai que les jeunes générations ont été les premiers impactés par cette révolution du consentement. En tout cas, puisque eux, ils ont été imprégnés, ils ont grandi là-dedans. Ouais. Ils ont grandi avec. Oui, avec. Ouais. Mais c'est encore en pleine discussion, cette notion du consentement. Qu'est-ce qu'on met derrière tout cela, derrière le consentement? Évidemment, première chose, c'est le consentement, ça veut dire que les deux personnes sont consentantes pour avoir une relation sexuelle. D'accord ? Ça, c'est la règle. Sinon, on est dans l'agression, voire le viol. D'accord ? Maintenant, est-ce que... donc ça, c'est d'un point de vue, si vous voulez, juridique. Mais il est vrai que ça... ce qui fait peur à d'autres gens, c'est que cette idée du consentement, elle peut basculer en pleine action. C'est-à-dire, je suis d'accord au départ, et puis tout à coup, je ne suis plus d'accord. Et c'est très difficile pour beaucoup de personnes. En tout cas, ça leur fait peur. Ça leur fait peur de pouvoir se retrouver dans une situation qui deviendrait délicate. Et donc, ça aussi, ça participe peut-être à ce que les gens aillent de moins en moins vers les autres. C'est une vraie question. Voilà, on fait de moins en moins l'amour en France. Or, c'est une enquête de l'IFOP qui le dit. On en parle avec Nader Alami, et même les couples ont de moins en moins de rapports hebdomadaires. Alors avant, c'est vrai que c'était l'indicateur phare. On disait combien de fois par semaine est-ce que vous faites l'amour ? Ouais. Ce qui est une mauvaise question, en fait. Les gens aiment bien se positionner par rapport aux autres, savoir ouais. s'ils sont dans la moyenne, pas dans la moyenne. Ouais, mais c'est une très mauvaise question. Parce que ça veut dire quoi, se positionner par rapport aux autres? Enfin, je veux dire, on n'a pas le même appétit. Est-ce qu'on se positionne toujours par rapport aux autres sur toutes les questions? Souvent, c'est vrai. Les gens aiment bien se comparer. C'est vrai. Alors là, c'est vrai. Ils aiment mais alors beaucoup se comparer. sur celle-là, moi, ce que j'ai envie de leur dire, ne vous comparez pas. Surtout pas. Surtout pas. Voilà. Si pour certains couples, vous êtes très très bien avec une fois par mois, vous continuez comme ça, vous touchez à rien, vous comparez pas aux voisins. S'il vous en faut plus, il vous en faut plus, et c'est très bien. Vous comparez pas en vous disant ah non, on est beaucoup trop porté sur la chose par rapport aux voisins. Alors la fréquence hebdomadaire des rapports sexuels en France, ça serait un rapport par semaine pour 43% des personnes interrogées. C'est une bonne nouvelle. C'est bien. C'est bien ça. Ouais, non ?
Je sais pas. Mais je veux dire, mais je sais pas où passer le curseur. En fait. Voilà, exactement. Exactement. Moi, j'entends que beaucoup de gens font l'amour. C'est très bien, c'est très bien. Moi, ce que j'aime pas, c'est cette idée que ce serait une bonne nouvelle de ne pas faire l'amour. Non, mais 43% une fois par semaine, ça fait pas beaucoup. Après, qu'est-ce que ça dit d'autre? Quel âge? On sait personne. Depuis combien de temps elles sont ensemble? Enfin, voilà, il y a beaucoup de. Est-ce qu'elles ont des enfants? Combien d'enfants? Vous savez, il y a beaucoup de. Alors attends, l'enquête dit que quand on essaye d'avoir des enfants, on fait plus l'amour que quand on en a déjà. Ah, et puis ce qui veut dire que le fait de vouloir des enfants ou d'être dans l'obligation d'en avoir, ça stimule les gens. Ça aide. Ça aide, mais évidemment, mais il y a le désir d'enfant qui se cache aussi derrière notre pulsion. Mais ce qui n'est pas la même chose. Entre le désir d'enfant et avoir un rapport charnel, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi ce serait pas lié? La nature. Non, faire l'amour pour le plaisir et faire l'amour pour faire des enfants, c'est pas la même chose, Nader. On est poussé par cette idée que c'est pour le plaisir, mais il n'empêche que derrière ce désir et derrière ce plaisir qu'on peut avoir, il arrive, pas tout le temps, il arrive que se cache un désir d'enfant. Ça peut arriver. Et il arrive qu'il y ait une naissance à la clé. Voilà. Il arrive qu'il y ait une belle naissance à la clé. Pas toujours, bien évidemment, et encore heureux, puisque sinon ça voudrait dire qu'on le fait chez l'être humain. Voilà, on a cette chance, il faut en profiter le plus longtemps possible de faire l'amour, pas que pour avoir des enfants, mais aussi pour se faire du bien, voilà, se faire du bien tout simplement, et faire une bonne sieste juste après, ou une bonne nuit de sommeil, parce que ça aide aussi, et être gentil avec les gens, parce qu'on est beaucoup plus gentil une fois qu'on a bien fait l'amour. Ça, c'est une enquête. Vous la sortez d'où, votre enquête? Écoutez, demandez aux gens, vous vous sentez comment après avoir bien fait l'amour. Mais vous savez, alors fatigué, Nader, peut-être. Ils vont peut-être vous dire fatigué, envie de dormir. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça aide à une bonne nuit de sommeil. Puis ensuite, on se réveille très très bien. Très très bien, en pleine forme. Et prête à servir la société, à être des agents du bien. Mais le trouble du désir, il est vrai qu'il s'installe aussi chez des couples surtout après d'ailleurs le deuxième enfant. Pas après le premier, puisque le premier c'est un peu la consécration. C'est on a raison tous les deux de faire couple. La preuve, regarde, il y a ce bel enfant que nous avons mis au monde. Mais puis après le deuxième enfant, c'est vrai qu'on observe que chez beaucoup de couples, il y a cette distance, parce que là c'est la charge familiale qui entre en ligne de compte, et on se sent davantage responsable. Et puis il arrive, donc là faut faire très très attention à ne pas vous oublier, mesdames, messieurs. Donc faut chercher entre vous comment inscrire un espace où vous n'êtes plus que le couple parental, mais vous restez le couple conjugal, le couple amant. Voilà. Donc faites attention à ne pas vous laisser déborder. Beaucoup d'hommes se plaignent, là ça nous renvoie un petit peu à un peu de mythologie grecque, le mythe de Cronos qui dévore ses enfants parce qu'il voulait être le seul à être regardé par son épouse, mais dès qu'il y a des enfants, il sait plus où se mettre, il est plus le centre du monde, et il est mis de côté. Voilà. Donc il y a des hommes, mesdames, qui se sentent mis de côté dès lors qu'il y a, à partir du deuxième enfant. C'était quelque chose qui arrive. Mais c'est pas un cliché de dire que finalement, dans le couple, c'est l'homme qui veut plus que la femme? Ah si, ça c'est complètement cliché, ça. Vous avez raison. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, on observe que les dames sont beaucoup plus... se plaignent plus, justement. Exactement. Moi, j'ai eu beaucoup de dames qui somment leur époux. Écoute, ça va pas, donc soit on consulte, soit on arrête. Oui, donc, ce qui était... Voilà, donc effectivement, c'est totalement faux. C'est une idée reçue, ça. Alors, de plus en plus de Français assument leur asexualité. Ouais. Asexualité, c'est-à-dire être sans désir sexuel. Alors,
de toute façon, déjà, là, on entre dans le consentement. Ouais. Je suis asexuel, qu'est-ce que tu veux ? Point. Donc, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Mais faire couple avec quelqu'un qui est asexuel, il vaut mieux l'être aussi. Faut peut-être mieux le savoir avant. Exactement. Ouais. Donc, mais c'est important parce que c'est pour ça que alors faut trouver comment le faire, quand le faire. Voilà. Mais discuter de ces choses est important parce que on peut aimer profondément une personne, la trouver magnifique cette personne, Ouais. et si elle est asexuelle alors que vous êtes complètement dans le désir, etc. À un moment donné, ça risque de pas marcher entre eux. Et ça ne marchera pas pas entre vous. Donc oui, il vaut mieux le savoir avant. Hein. Alors de moins en moins de femmes se plient à la contrainte d'avoir une vie sexuelle pour faire plaisir, ou comme tout le monde, ce qu'on appelait avant le devoir conjugal. Quel horrible mot. Quel horrible. Je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas ce mot parce que le devoir conjugal, donc là aussi il faudrait qu'il y ait du devoir. Alors évidemment, j'entends que derrière ce mot, ce qu'on a voulu mettre, c'est attention, fais quand même attention, enfin des deux côtés, hein, voilà, ne dis pas toujours non. Ne dis pas toujours non parce que là ça peut criser dans le couple. Voilà. Mais où est-ce que, si vous voulez, ce mot contredit la nature, contredit ce qu'on appelle le moi sexuel, qui lui justement n'a surtout pas besoin qu'on lui dise que c'est obligé, qu'il y a là un devoir. Parce qu'il ne comprend pas ce langage. Lui, il est poussé par l'élan. Il est poussé par le désir. Donc, quand je suis poussé par l'envie, par le désir, de quoi tu me parles, le devoir ? Mais je dois rien à personne. Donc, ce qu'il faut au contraire cultiver, Nazaire, ça veut dire que, voilà, il est arrivé un moment où les femmes acceptaient d'avoir un rapport sexuel, pas sous la contrainte, mais sans en avoir envie. Oui, c'est vrai. Sans en avoir envie. C'est vrai, on appelait cela, c'est pour ça qu'on a appelé cela justement le tu dois à ton mari. La sexualité, ça s'appelle le ton devoir conjugal. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui demandent le devoir conjugal de l'autre. Qui demandent le vouloir conjugal. Voilà. Donc ça aussi, non mais c'est une période en plein chamboulement. Nous sommes à la croisée de plein de choses, et ce qui est fascinant en même temps. Mais il faut se parler, hein, faut communiquer quand même. Les gens croient que derrière le mot se parler, communiquer, c'est... Non, si, c'est très important. C'est très important de se parler et de prendre un temps pour se parler. Un temps régulier pour se parler. On n'a rien à se dire, c'est pas grave. On y va et on verra bien. Donc on prend un temps pour se parler. On oublie les charges de la famille. On se réserve même une chambre d'hôtel quelque part. On se parle et on dit chérie, pourquoi on fait plus l'amour ? Par exemple, oui, tout à fait. On essaie de comprendre. Si c'est pas, écoute, parce qu'on n'en a pas envie, j'en ai pas envie, t'en as pas. Ok, très bien, on m'en se les dit. On ne s'inscrit pas dans le lit des non-dits, comme ça. On fait comme si de rien n'était et on est dans les stratégies d'évitement. Non, c'est transparent, on se parle. Tout simplement. Alors, il y a beaucoup d'analyses sur cette enquête. Et finalement, est-ce que l'indicateur du nombre de rapports sexuels qu'on a une fois par semaine, c'est un indicateur d'une vie de couple réussie ? Sur la base de quoi ? Non, mais en disant finalement, pour avoir une vie de couple réussie, il faudrait avoir une vie sexuelle très épanouie. Mais écoutez... C'est vous le sexologue. Justement. Est-ce que une vie sexuelle épanouie, c'est une garantie de vie de couple réussie ? Alors, ce que je peux dire, et je ne crois pas que mes collègues pourraient dire autre chose là-dessus, c'est qu'il est vrai que l'une des raisons pour lesquelles les couples s'effritent et se séparent, c'est la sexualité. Elle fait partie des raisons qui viennent en premier. Il n'y a pas que celle-là, mais elle fait partie des raisons. Chaque semaine, moi j'ai des gens, ça ne va plus pour des raisons sexuelles. Donc, évidemment, si la question de la sexualité
s'arrangeait, ça donne plus de vitalité, d'harmonie dans le couple. Maintenant, il y a aussi des couples pour qui la sexualité va très bien et qui finissent par se séparer. Donc ça montre bien que ce n'est pas suffisant, la sexualité. On peut être un couple, être de très très bons amants pendant des années, enfin quelques années, et puis tout à coup ça ne va plus parce que d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Je l'ai aussi. J'étais à des séparations entre deux personnes alors que sur le plan sexuel ça allait très bien. Vous voyez, donc, vous savez, le couple est un système qui fonctionne sur qui résiste à beaucoup de choses aujourd'hui. On est quand même assez tenté aujourd'hui par la vie en solo. Hein. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens restent célibataires longtemps, trouvant finalement que est-ce que j'ai véritablement besoin de quelqu'un. Ils ont peur de s'engager. Des fois, on peut aisément comprendre leurs craintes. Pas toujours facile. Donc la sexualité, oui, ça aide énormément, beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples de couples qui s'entendaient bien sur ce plan-là et qui se séparent. Bien sûr. Mais bien sûr. Et le sens des responsabilités, mon cher Philippe, qu'est-ce que vous en faites ? Le sens des responsabilités quand on a un foyer à gérer. Si l'autre, sur tous les autres plans, à part celui-ci, il assure, je veux dire, s'il n'est pas digne de confiance, si il ou elle n'est pas digne de confiance, si il ou elle n'a pas le sens des responsabilités, le sens des priorités, la gestion de l'argent, c'est difficile de faire en sorte que ça marche. Voilà, les Français font de moins en moins l'amour. C'est notre sujet ce matin avec Nader Alami autour d'une étude de l'IFOP, l'étude qui parlait d'une dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. C'est joli ça. C'est très joli, ouais. C'est très joli, mais ça fait peur. Finalement, on peut vivre en couple avec quelqu'un aujourd'hui et ne pas avoir de rapport sexuel. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Alors moi, la question elle est double. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ou est-ce que c'est à cela qu'on encourage ? Pour vendre, par exemple, des objets, des jouets. Dire on pourra faire l'amour tout seul. Tu vois, ou avec l'autre, mais en intégrant un jouet. C'est ce qu'on a voulu faire croire aux gens. Hein. Ouais. Les vendeurs de jouets, on dit oui, mais de toute façon, c'est pas pour être tout seul. Ça, vous pouvez les utiliser en couple. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez les utiliser en couple, bien sûr. Donc, mais est-ce que, voilà, moi, j'ai toujours tendance à me demander, mais pourquoi on fait une enquête ? Voilà, pourquoi on fait une enquête ? Mais bien sûr que si on peut. Évidemment qu'on peut. Mais la question c'est... on peut combien de temps ? Mais voilà, mais la question c'est est-ce que c'est satisfaisant pour les deux ? Est-ce que c'est satisfaisant pour l'un ou l'autre ? Est-ce que c'est satisfaisant pour personne ? C'est ça la vraie question. Si toi et moi on n'en a pas besoin, vraiment on n'en a pas besoin, on en a discuté, on est d'accord là-dessus, bah bien sûr qu'on peut. Mais si moi j'en souffre, et que je dis rien, peut-être que je fais autrement, peut-être que je fais ailleurs, peut-être que tu fais semblant de pas le savoir, et peut-être que tu fais pas semblant de pas le savoir, et que le jour où tu l'apprendras, ça fera une crise pas possible, et on se séparera, et puis on mettra tout par terre, on renversera la table, alors que on aurait peut-être dû en parler, peut-être consulter si on n'a pas su tous les deux trouver une solution à cela. Voilà, est-ce que ça nous satisfait ? C'est ça la vraie question. Si ça on peut. Ouais. Je vais mettre des guillemets au mot normal, ouais. mais vous, de votre expérience, de ce que vous constatez, est-ce que c'est normal de faire de moins en moins l'amour avec le temps ? Vous voulez dire un couple installé, qui est là depuis 20 ans, 30 ans. Alors. Vous voyez, vous, des couples chez qui ça augmente ? La question ici, de savoir si on fait l'amour de manière aussi intense, aussi régulière qu'au début, puis régulière
à nos débuts qu'après, effectivement, c'est souvent une question qui est posée au cabinet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais là c'est des gens qui au moins se posent la question, et viennent et vous disent très franchement, voilà, on ne comprend pas, on n'a plus envie, on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, de ce que moi je vois, c'est quelque chose d'assez régulier, effectivement, que le désir s'estompe avec le temps. Maintenant, il s'agit d'apporter, pour les gens qui viennent avec cette problématique-là, bon, déjà, ça montre bien qu'ils ne s'en satisfont pas. Oui, c'est déjà s'ils viennent consulter, c'est qu'ils partent du principe que voilà, il y a une question à résoudre. Et donc, on entre dans ce qu'on appelle souvent la routine dans le couple. Vous voyez, on s'installe dans une espèce de routine qui détériore l'envie de l'autre, le désir de l'autre. Mais vous savez, moi, ce que j'ai pu observer, c'est un peu freudien, cette routine ou ce manque de désir de l'autre pourrait venir aussi avec l'idée que notre cerveau a intégrée, à savoir que l'autre est complètement disponible. L'autre est là, et il est disponible, et finalement, il ne devient pas plus expressif que cette table ou cette chaise. Il fait partie du décor, voilà, il fait partie de mes repères, machin, etc., etc. C'est-à-dire que, où est la surprise? Où est la surprise? Et j'ai besoin d'être surpris pour désirer. J'ai besoin de manquer pour désirer. Voilà. J'ai besoin. Ça, c'est inéluctable. Mais oui, on désire ce qui nous est interdit. Vous savez, même dans toutes les philosophies religieuses. On ne désire pas ce qui est bon. On ne désire pas ce qui est. Non, pas forcément. Ce qui est bon, ce qui est magnifiquement bon, s'il est toujours à disposition, s'il est toujours facile d'accès, l'envie de cette chose s'estompe. Et je parlais de cet exemple des philosophies religieuses, y compris dans les religions abrahamiques, donc l'islam compris. Vous savez, il y a ce formidable passage, et dans la Bible et dans le Coran, où on vous montre Adam qui a tout à disposition au paradis. Tout lui est permis, c'est pour toi. Tu vois cet arbre? Là, tu n'y vas pas. Rien que ça. Dans tout le paradis, dans tout le jardin, il n'y a que ça où tu ne dois pas aller. Mais c'est là qu'il va. Vous voyez, ça nous donne une idée de ce que sera, après, le désir chez l'humain. Donc, la routine, peut-être, elle vient aussi de cette idée que finalement, tout est là, tout est disponible, et ça ne... Voilà, donc... le jeu, intégrer du jeu là-dedans, dans votre vie au quotidien. Faites bien comprendre à l'autre que vous n'êtes pas forcément accessible, vous n'êtes pas gagné d'avance. Ouais. Vous n'êtes jamais gagné d'avance, il faut toujours vous conquérir. Je suis caché dans le placard. Voilà. Et puis j'ai acheté quelque chose de nouveau, complètement... Voilà, la surprise, surprenez l'autre. Vous savez, même les gens puissants, les gens très puissants, ont besoin d'être surpris. Même eux, ils ont ce problème. Quand je dis puissant, c'est-à-dire que... Non, on l'a vu. Il y a des affaires qui nous montrent qu'effectivement, que finalement, c'est pas parce qu'on a l'air d'avoir tout pour être heureux qu'on l'est forcément. Parce que c'est ça le problème. C'est quand j'ai tout pour être heureux, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux finalement si j'ai facilement accès à toutes ces choses-là? Forcément, elle me donne moins envie. Vous prenez quelqu'un qui aime beaucoup le chocolat, si vous lui remplissez la table de chocolat, il ira chercher une marque qu'il n'y a pas sur la table. Alors le coupable tout désigné, et moi j'ai l'impression que c'est le coupable de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'usage des écrans qui serait doublement impliqué dans la baisse de l'activité sexuelle. Vous m'expliquez en quoi est-ce que les écrans, ça a un impact sur la vie sexuelle des gens? Écoutez, moi, les écrans, ça dépend ce qu'on en fait. Mais les écrans, il est évident qu'ils ont permis, ces dernières années, on parlait d'accessibilité facile, et là, pour le coup, donc l'accessibilité à des sites avec des contenus pornographiques
si... Mais là, il parlait pas de contenu pornographique. Hein. Oui. Il parlait de l'usage des écrans, abusif. Enfin, il parlait aussi des sites, mais pas que d'eux. C'est le fait de passer trop de temps sur les écrans qui aurait un effet, tue l'amour, et finalement, la récompense viendrait des écrans. Donc, finalement, vous avez votre dose de dopamine. Oui. Donc, finalement, vous n'auriez plus envie d'aller... Mais vous savez, c'est cette thèse de Julius Evola qui avait écrit il y a quelques années, La métaphysique du sexe. Très très bon livre, compliqué tout de même, attention aux lecteurs qui aiment bien, c'est pas facile à lire. Mais qui vous dit qu'effectivement, on est... Quand le circuit de récompense est si vous voulez, assouvi par quelques artifices, finalement, on a moins tendance à aller le chercher dans ce qui était jusque-là la récompense ultime, à savoir faire l'amour, par exemple, avec quelqu'un. Les gens ont trop de plaisir à regarder Netflix, en fait. Bien sûr, et tous ces couples, Philippe, qui me disent qu'ils vont dans la chambre à coucher, ils restent avec leur téléphone sur leurs écrans à faire passer des messages, et des TikTok, et des Insta, et des machins, et qui continuent de regarder, et puis ensuite ils sont fatigués, ils s'endorment. Bien sûr, donc leur enlever ça, déjà, interdisez-vous les écrans dans la chambre. Commencez par cela. On rentre dans la chambre à coucher, il y a 0 écran. Et vous verrez, ça a forcément un impact, parce que c'est là que justement le circuit de récompense, il va chercher désir. Maintenant, les couples, ils regardent même plus la télévision ensemble, ils regardent même plus la même chose. C'est chacun sur son écran, ou sa tablette, ou absolument. Et donc, c'est étrange, peut-être ce que je veux dire, mais il faudrait peut-être l'étudier davantage. Mais je pense qu'on avait davantage de désir, mais vraiment de désir sexuel, quand on avait encore des corps de souffrance. Et dès lors qu'on est passé à des corps de jouissance, ce passage de corps de souffrance à corps de jouissance, eh bien, les choses se sont estompées. C'est-à-dire qu'on est passé... On a trop de plaisir, finalement, dans la vie ? Diversifié, disparate, désordonné. On n'a plus le temps de se concentrer longtemps. Enfin, en tout cas, on ne prend plus le temps de se concentrer longtemps sur l'objet, un objet de désir. Et donc, comme on est complètement dispersé, eh bien, ça effrite un petit peu, la chose, ça effrite un petit peu beaucoup la chose. Il faut réduire nos... vous savez, c'est comme si on avait... l'objet sexuel est déplacé. Voilà. On va plus uniquement dans la direction qui menait justement à l'activité sexuelle, donc de moi vers toi, mais ça va dans tous les sens. Ouais. Nous vivons dans des sociétés où on a 1000 flashs par jour. Vos notifications, la publicité, le machin, le ci, le bruit, l'autre qui va t'écraser. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en préambule de notre entretien de mode de vie. C'est notre mode de vie qui est à la base, à l'origine de cette détérioration de nos désirs sexuels. Et nous ne parlerons jamais assez de cela. Revoyez votre régime alimentaire. Le régime alimentaire que vos aïeux avaient a fait ses preuves. Le régime alimentaire que vos aïeux avaient a fait ses preuves. Vous n'êtes pas descendu du ciel. Vous êtes locavore, hein, donc si vous avez des aïeux qui viennent du Maroc, d'Algérie, il faut manger comme eux. Tout à fait. Enfin, vous aïeux, évidemment agrémenté. Vos aïeux ne mangeaient pas d'huîtres, Nader. Oui, non, mais c'est justement, c'est vrai, ils ne mangeaient. Mais justement, évidemment que vous agrémentez de là où vous êtes, mais vous ne coupez pas. Vous ne coupez pas comme ça d'un coup, d'un seul, avec ce qui se faisait avant. Et c'est un cercle vicieux, parce que moins on fait l'amour, et moins on a envie de le faire. L'appétit vient en mangeant des huîtres. Non, ça c'est votre truc, les huîtres. Nader, c'est votre truc. Je devrais être sponsorisé par Marraine d'Oléron. Par exemple, on va lancer l'appel. Tu vois. Mais c'est bon pour la... Voilà, c'est plein de... Oui. 12 huîtres, 6 à 12. C'est bon, faites-le. C'est-à-dire que c'est bon pourquoi ?
c'est bon pour le désir. Ah oui, pour le désir. Ouais. Parce que si vous dites De c'est quoi on bon, parle. bah après oui, non, voilà. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Nader. C'est Philippe, merci. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.